Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Délicate. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui est-elle une affaire délicate? En un sens, on peut répondre par l'affirmative. C'est une série d'événements qui n'est pas très ancienne. Elle a des retombées très nettement politiques. Et les deux théories qui se sont affrontées ont encore aujourd'hui des défenseurs et des détracteurs aussi farouches les uns que les autres. Mais vous me direz si vraiment vous voulez raconter cette histoire sans pour autant remuer des personnes qui y sont encore attachées. Il y a un moyen très simple que nous connaissons tous. Il suffit de changer légèrement les dates, les lieux et de ne pas prononcer les noms des personnes concernées. Je vous l'accorde, c'est un moyen et nous n'hésiterons pas à l'utiliser lorsque ce sera possible. Je dis bien lorsque ce sera possible, car dans l'affaire d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. En effet, tout repose sur le nom que portait la victime et sa famille, et sur la position que celle-ci occupait dans la vie politique française. Et puis, il faut dire aussi que les acteurs de ce drame ont tout fait pour le rendre public et alerter l'opinion sur des événements plus qu'étranges qui se produisirent. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous, qui se sont intéressés à cette affaire tragique, commenceront-ils à se douter de quoi il s'agit lorsque je vous dirai que Grégory Franck a choisi de donner comme titre le taxi du boulevard Magenta à ce dossier extraordinaire. Mardi 20 novembre 1923. Dans un magnifique appartement, dans un hôtel particulier de la rue Saint-Guillaume à Paris, une famille s'inquiète. Une grande famille. La famille Daudet. La mère, Marthe, signe du pseudonyme de Pampille les chroniques sur la mode et la maison, mais le personnage en vue, c'est le père, Léon Daudet. Léon Daudet, député royaliste de Paris, directeur du journal d'extrême droite, l'Action française. La famille Daudet est inquiète à cause du fils, le jeune Philippe, âgé de 15 ans. C'est un enfant affectueux, respectueux de ses parents, mais qui est un peu bizarre. De cette bizarrerie spéciale à certains adolescents un peu rêveurs et romantiques. Depuis 3 ans, Philippe Daudet fait des fugues imprévues, inattendues, des fugues sans raison. Un jour, en causant avec sa mère tendrement, il lui a dit « Maman, je voudrais m'en aller sur les routes avec un bâton et devenir une sorte de chevalier. » Et déjà, à 4 ou 5 reprises, il est rentré à la maison harassé, couvert de poussière. Il avait fait 25 ou 30 kilomètres en marchant droit devant lui. Et au retour, il allait droit à sa chambre, sans regarder personne, et il s'endormait. Mais ce soir, du mardi 20 novembre 1923, Marthe Léon Daudet est plus inquiète que d'habitude pour son fils, elle ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, en principe, il a passé sa journée en classe, il est demi-pensionnaire au collège Bossuet, l'annexe religieuse du lycée Louis-le-Grand. L'année scolaire précédente, après l'une de ses fugues, on l'avait retrouvé à Marseille. Léon Daudet avait préféré que chaque jour, quelqu'un de la famille accompagnât le jeune homme et l'attendît le soir à la sortie des cours. Mais depuis le début du semestre, Philippe a été tellement sage et raisonnable qu'on l'a laissé à nouveau faire le trajet seul, ce qui est bien normal pour un garçon de 15 ans. Marthe Léon Daudet a pourtant un mauvais pressentiment et la voilà partie vers 20h30 au travers des rues sombres jusqu'à Bossuet. Elle se renseigne, tant bien que mal, et finit par apprendre que Philippe ne s'est pas rendu à ses cours de toute la journée. Retour à la maison pour une veillée d'inquiétude, une veillée qui se prolonge par une nuit sans sommeil pour les parents. Mais me direz-vous pourquoi le père, Léon Daudet, ne s'est-il pas rendu immédiatement au commissariat de police pour que l'on commence aussitôt les recherches usuelles? C'est ce que vous auriez fait, vous, dans une telle situation, alors pourquoi pas lui, homme politique influent? C'est que précisément lui, Léon Daudet, ne peut pas le faire. En effet, ses relations avec la police sont plus que mauvaises. Récemment,
Un attentat anarchiste dirigé contre lui dans les locaux de l'Action française a coûté la vie à l'un de ses collaborateurs, Marius Plateau. À la suite de cela, Léon Daudet a lancé de terribles attaques en termes extrêmement violents contre la police. Alors, le voilà en cette nuit du 20 au 21 novembre, en train de tourner en rond dans cette belle demeure du faubourg Saint-Germain. Cet homme robuste et violent, cette force de la nature, ce personnage influent, est réduit à l'immobilité. Il ne dispose même pas du recours du simple citoyen auprès des forces de l'ordre. Et pendant 3 jours, cette angoissante attente se prolonge. Une attente rendue plus pénible encore par le fait que la famille ne peut partager ses inquiétudes avec personne et qu'elle doit à tout prix cacher cette nouvelle disparition de l'enfant. On essaie de vivre normalement. Léon Daudet tente de respecter son emploi du temps chargé entre le Parlement et son journal. Le jeudi 22 novembre, Léon Daudet rédige son article quotidien et, pris d'une soudaine inspiration, il rajoute à la dernière minute un post-scriptum. Un correspondant du Midi. Je vous conseille de rentrer. C'est plus simple. Pour tout le monde, ce message n'aura aucun sens, mais si Philippe, comme l'on peut le supposer, continue à lire le journal de son père, lui, il comprendra. Il comprendra l'angoisse de sa famille et comme c'est un bon garçon, il se laissera peut-être toucher. La journée du vendredi 23 se passe toujours sans nouvelles, pas un mot, pas un coup de téléphone, rien. Le samedi 24, Madame Daudet se décide, après encore toute une journée d'attente, à prendre rendez-vous avec un détective privé. Le rendez-vous est fixé au dimanche. En attendant l'arrivée de l'enquêteur, elle fait avec attention une revue de presse, et notamment de la page des faits divers. Rien. Aucune piste. Lorsque tout à coup, son regard revient en arrière, vers un tout petit entrefilet. Elle a failli ne pas prendre garde à ces 2 lignes en 3e page du Petit Parisien, et maintenant, elle les lit, et les relit avec, à nouveau, son terrible pressentiment. Un jeune homme, paraissant âgé d'une 20aine d'années, a tenté de se suicider dans un taxi du boulevard Magenta en se tirant une balle de revolver dans la tête. État grave à Lariboisière. Une 20aine d'années, a écrit le journaliste. Philippe en a 15. Et pourtant, qui peut savoir? Marthe Léon Daudet saisit le téléphone, forme un numéro avec précipitation et parle à son correspondant à voix basse pour ne pas alerter son mari et l'effrayer peut-être en vain. Quelques minutes plus tard, le médecin de famille se rend discrètement à l'hôpital Lariboisière et demande à voir le jeune désespéré. Le docteur ressort bientôt avec le visage fermé et se dirige tout droit rue Saint-Guillaume chez Léon Daudet. Il rapporte avec autant de ménagement que possible l'implacable nouvelle. Le suicidé du taxi du boulevard Magenta est mort dans la nuit sans avoir repris connaissance. Aucun doute possible. C'est bien Philippe Daudet. À l'hôpital et au commissariat, Léon Daudet va entendre un récit pour le moins surprenant. 16h25, la veille, samedi 24 novembre. Un taxi, une vieille automobile Brasier à conduite extérieure, freine brusquement devant le numéro 126 du boulevard Magenta. Le chauffeur, M. Bajot, en descend à la volée, appelle le brigadier de police, M. l'huissier, et le gardien, M. Rafali. « Venez vite, un drame vient de se produire dans ma voiture. » On ouvre la portière de la cabine, et assis dans le coin gauche, la tête penchée en avant, la main droite posée sur la cuisse, il y a un jeune homme, perdant beaucoup de sang par une blessure à la tempe droite. Il m'a fait signe, place de la Bastille, et il m'a demandé de le conduire très vite au cirque Medrano, explique le chauffeur Bajot. Et puis, en remontant le boulevard Saint-Germain, j'ai entendu un coup de feu derrière moi, je me suis retourné, et j'ai vu que mon client venait de se tirer une balle dans la tête. Accompagné de l'un des policiers, le taxi repart et s'arrête d'abord dans une pharmacie. Mais que peut faire un pharmacien devant une pareille blessure? Alors, on repart vers Lariboisière. À l'arrivée, le jeune homme est déjà dans le coma. Il mourra sans se réveiller. Mercredi 26 novembre, c'est sous la pluie que l'on procède aux obsèques du jeune Philippe. Un certificat médical a permis une cérémonie religieuse quand même, au milieu d'une escouade de jeunes gens à grosses cannes,
on reconnaît des célébrités tête nue sous la pluie, François Mauriac, Jean Cocteau, Joseph Kessel. Et le samedi 1er décembre, 3 jours après l'enterrement, c'est un incroyable coup de théâtre, un scandale. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Samedi 1er décembre 1923, c'est le scandale. Dans les rues de la capitale, des crieurs de journaux annoncent un numéro spécial du Libertaire. Le Libertaire, hebdomadaire anarchiste. J'ai la photocopie de cette édition et je lis, sur toute la largeur de la première page, « La mort tragique de Philippe Daudet, anarchiste. Léon Daudet, son père, étouffe la vérité. » Anarchiste ? Philippe Daudet, anarchiste, lui ? Le fils du député royaliste, le fils du directeur de l'Action française, lui qui avait demandé 2 semaines avant sa mort, le 11 novembre, à assister à une manifestation en arborant le brassard de commissaire des Camelots du roi. À l'appui de ces affirmations, le Libertaire reproduit une lettre, la dernière, écrite par Philippe Daudet à sa mère. J'en ai également le fac-similé sous les yeux. Ma mère chérie, pardon pour la peine immense que je te fais, mais depuis longtemps déjà j'étais anarchiste, sans oser le dire. Maintenant ma cause m'appelle, et je crois qu'il est de mon devoir de faire ce que je fais. Je t'aime beaucoup, Philippe. Post-scriptum, embrasse bien les gosses de ma part. C'est le rédacteur en chef du journal anarchiste, Georges Vidal, qui fait ensuite un récit surprenant. Il a reçu, le 22 novembre, un jeune homme, qui n'a pas voulu dire son nom, mais qui s'est livré à une fervente profession de foi anarchiste. Il était, disait-il, fils de bourgeois, écœuré par la société, et prêt à sacrifier sa vie pour la cause libertaire. Il proposait de commettre un attentat contre un homme politique qu'on lui désignerait, et il proposait de lui-même, le président Poincaré, Millerand, et tenez-vous bien, Léon Daudet. Le rédacteur en chef précisait qu'on l'avait accueilli fraternellement, qu'on avait essayé de calmer son exaltation. Il avait dîné chez un anarchiste et dormi dans la mansarde d'un autre. Mais malgré les exhortations au calme, le jeune homme s'était procuré entre-temps un petit Browning qu'il avait exhibé à tous le lendemain en disant sa résolution de passer à l'action directe. Puis, il avait dit adieu au rédacteur en chef, avait quitté les bureaux du Libertaire en laissant une enveloppe cachetée contenant des poèmes en prose, ainsi que la lettre d'adieu à sa mère. C'est une imposture, une abominable imposture, s'exclame Léon Daudet devant cet article. Il entre dans une de ces colères terribles qui ont fait sa réputation au Parlement. Et la lettre est un faux, affirme le député. Jamais, Philippe, ce garçon si bien élevé n'aurait appelé son frère et sa sœur les gosses. Et jamais, il n'aurait écrit une lettre d'adieu sans un mot pour moi, son père, qu'il aimait tendrement. Le lendemain, Léon Daudet adresse une plainte au procureur de la République, et l'Action française paraît avec un énorme titre. Une vengeance atroce, Philippe Daudet a été assassiné. Un juge d'instruction est nommé, et il commence son travail, mais un peu partout, des militants de l'Action française se transforment aussi en enquêteurs bénévoles, et l'on commence à établir, minute par minute, l'emploi du temps du jeune Philippe depuis qu'il a quitté le domicile de ses parents. Le mardi 20 novembre, Philippe est parti de chez lui avec un peu d'argent, et il est allé au Havre, où il s'est renseigné un peu partout sur la possibilité de s'embarquer pour le Canada. Trop pauvre pour payer la traversée, trop jeune pour être engagé dans un équipage, il a dû renoncer et il a passé toute la journée du mercredi 21 dans une chambre d'hôtel où il s'est inscrit sous une fausse identité. Il a lu beaucoup et il a écrit. Il s'est entretenu un peu avec le valet de chambre, qu'il a d'ailleurs entendu déchirer des papiers avant son départ. Puis, le jeune homme est revenu à Paris, il s'est effectivement rendu dans les bureaux du journal anarchiste, et il a passé son temps jusqu'au matin du 24 novembre en compagnie de quelques camarades dont il venait de faire la connaissance. Et puis là, le matin du jour de sa mort, on perd sa trace. On apprend aussi certains détails troublants. D'abord, on n'a pas retrouvé de balle dans la tête du jeune homme. Elle l'a donc traversé. Mais on n'a pas non plus retrouvé ce projectile dans le taxi où il s'est suicidé. On sait également qu'il a utilisé une arme automatique. La caractéristique de ces armes est précisément que dès qu'une balle est tirée, la douille est éjectée
et la cartouche suivante vient se placer à l'entrée du canon. Or, il n'y a pas de balle dans le canon. Enfin, on apprend que l'hôpital Lariboisière a reçu le lendemain de la mort une étrange visite. 2 personnages ont demandé à voir le cadavre et sont repartis discrètement. Renseignement pris, il s'agit d'un contrôleur de la Sûreté Générale et d'un certain Le Flaoutet. Or, ce dernier est un anarchiste qui tient une librairie boulevard Beaumarchais. Le boulevard Beaumarchais donne place de la Bastille, et c'est à la Bastille que Philippe a pris son taxi. « J'avais eu pendant la nuit une vision », répond le libraire au juge d'instruction qui l'interroge. « Une vision ?» Oui. Un jeune homme ensanglanté qui ressemblait à un de mes visiteurs de la veille à la librairie. Quand j'ai lu l'entrefilé dans le journal, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller à l'hôpital pour voir si ma vision ne se révélait pas exacte. En creusant un peu, on sut que le libraire anarchiste était également indicateur de police. Philippe Daudet était venu le voir. « Je suis mandaté par mon organisation de province pour commettre un attentat », se vanta le jeune homme. Le libraire n'eut rien de plus pressé que d'aller répéter la chose au contrôleur général de la police au ministère de l'Intérieur, qui se trouvait être le beau-frère du président Poincaré. Une souricière fut aussitôt organisée autour de la librairie, et le lendemain, samedi, vers 4 heures de l'après-midi, le jeune homme revint pour chercher un livre qu'on lui avait promis. « Bonjour, copain !» annonça-t-il au libraire. « Fais attention, ta boutique est surveillée. Il y a des mouches tout autour. J'ai grande envie de tirer dans le tas. » Le libraire était bien placé pour savoir qu'il y avait de la police aux environs, et il affirme qu'il a encore essayé de calmer le jeune homme, qu'il lui a donné un peu d'argent et l'a laissé partir. Et c'est là que Léon Daudet, le père, qui mène son enquête, relève des invraisemblances. Il y avait au moins 11 inspecteurs devant la boutique. Comment ont-ils pu laisser échapper ce jeune homme qu'on leur avait, paraît-il, signalé comme dangereux? Or, la librairie Le Flaouter possède une cave tranquille, car en plus de ses activités d'anarchiste et d'indicateur de police, le libraire fait également commerce d'ouvrages obscènes. Je vous rappelle que nous sommes en 1923 et que la chose est en principe assez mal vue. Or, dans cette cave, les amateurs bénéficient de la tranquillité, du calme, du silence. On a même installé un divan. La thèse de Léon Daudet est que son fils a été assassiné dans cette cave et que l'on l'a traîné agonisant au travers de l'immeuble. On l'a fait sortir par une seconde issue que possède la librairie, on l'a fourré dans un taxi et on a maquillé le crime en suicide. Les amis du député pensent de manière plus modérée que les policiers, croyant se trouver en présence d'un dangereux anarchiste, ont perdu leur sang-froid et tiré sur Philippe. S'apercevant trop tard qu'ils avaient abattu le fils du député royaliste, ils ont essayé d'éviter le scandale et opéré la mise en scène du suicide. Je vous l'ai dit au début, il s'agit là d'une affaire délicate. Anarchiste, indicateur de police, accusation de meurtre avec tentative de dissimulation envers les forces de l'ordre, c'est grave. C'est très grave. Le juge d'instruction va-t-il, oui ou non, revenir sur la version du suicide et permettre un procès? S'il fait cela, il devra admettre implicitement que des membres de la police se sont rendus coupables de manœuvres et de faux témoignages. Et parmi eux, il y a, ne l'oubliez pas, le contrôleur général de la police, M. Lannes, le propre beau-frère du président Raymond Poincaré. C'est donc une ordonnance de non-lieu que signe le juge d'instruction. Alors, puisque la justice est timide, Léon Daudet, lui, ne le sera pas. Le 26 janvier 1925, la plainte contre X, qui n'a eu aucune suite, est transformée en une plainte pour meurtre, dirigée précisément contre le commissaire Colombo de la Sûreté nationale, considéré comme agent d'exécution, également contre M. Marlier, ex-directeur de la Sûreté, préfet de la Corse, M. Lannes, le beau-frère du président, et Delange de la Sûreté générale. Vous rendez-vous compte, chers amis, de la taille nationale que prend cette affaire? Eh bien, c'est encore un non-lieu qui est signé le 31 juillet 1925. Mais l'affaire n'est pas terminée. Elle va même tourner de manière absolument incroyable puisque, en octobre, c'est Léon Daudet, le père de la victime, qui sera condamné à 5 mois de prison. Le chauffeur de taxi, Bajot, a en effet intenté une poursuite en diffamation et il gagne. Il faut dire que nous sommes en plein règne du cartel des gauches et que Léon Daudet n'est plus député de Paris. 18 mois plus tard, le 1er juin 1927, Léon Daudet est invité par le procureur général à se constituer prisonnier au palais de justice dans les 10 jours
pour purger sa peine. Le 10 juin, jour limite, l'Action française paraît avec ce seul titre en pleine page, « Léon Daudet est rue de Rome ». Effectivement, les bureaux du journal ont été transformés en un vrai nid de résistance, fenêtres barricadées, chicanes, chevaux de frise devant le portail. À l'intérieur, un régiment de camelots du roi décidé à résister coûte que coûte, prêt même à faire sauter l'immeuble plutôt que de laisser Léon Daudet entre les mains d'une justice qu'ils estiment indigne. Poincaré, Sarraut, ministre de l'Intérieur, et Louis Barthou, garde des Sceaux, convoquent le préfet de police Jean Cap. On lui donne carte blanche, et le lundi 13 juin à l'aube, tout le pâté de maison face à la gare Saint-Lazare est investi par les forces de l'ordre. Rue barricadée, patrouille de garde à cheval dans tout le quartier. Face au bureau du journal, 4 voitures de pompiers mettent en batterie des lances de forte puissance, capables de défoncer des portes et même des cloisons. Les pendules de la gare marquent 7 heures exactement, lorsque le préfet se détache de la foule et s'avance, seul, vers la porte de l'Action française. Le pas est mesuré, ni pressé, ni menaçant. Monsieur Cap est un habile homme. Observé par des milliers de regards, il frappe poliment à la porte. « Je demande à voir monsieur Léon Daudet. J'ai reçu mission de me saisir de sa personne. Vous savez que force restera la loi. Je comprends la douleur de Léon Daudet, mais je connais son patriotisme et je lui demande d'éviter les graves événements qui se préparent. » Alors la fenêtre du premier étage s'ouvre et sur le balcon apparaît la forte silhouette du directeur de l'Action française. « Monsieur Daudet, je viens faire appel à votre cœur, car je sais que vous ne voulez plus que le sang français coule. Je vous demande de vous rendre, de vous constituer librement mon prisonnier. » Un silence. Puis la voix chaude du tribun méridional qu'est Léon Daudet s'élève, et chacun peut l'entendre. « Monsieur le préfet, dans ces circonstances inhumaines, vous me tenez un langage humain, je me rends au cri de Vive la France. » Alors on commence à voir sortir les camelots du roi qui défilent devant leur chef. Ils étaient, tenez-vous bien, 980 à l'intérieur du bâtiment. Léon Daudet est emmené à la Santé et 12 jours après son arrestation, il se passe quelque chose d'étonnant. À 12h30, 11 correspondants particulièrement bavards appellent en même temps le ministère de l'Intérieur. Il n'y a plus, de ce fait, qu'une ligne téléphonique de libre, la 12e. Elle a été interceptée grâce à un camelot du roi dont la femme a été longtemps standardiste au ministère de l'Intérieur et elle est tenue par un complice. À ce moment, le directeur de la prison de la Santé est appelé au téléphone dans son bureau. « Ici Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Le Conseil des ministres vient de décider la libération immédiate de Daudet. Hâtez les opérations pour éviter des manifestations à la sortie. Nous régulariserons les paperasses par la suite. » Le directeur de la Santé est un bon fonctionnaire qui veut vérifier la provenance de l'ordre. Il appelle le ministère de l'Intérieur et tombe, bien entendu, sur la 12e ligne truquée, où il reconnaît la voix de son correspondant qui s'indigne de la lenteur des opérations. Presque aussitôt, Léon Daudet est libéré, ainsi que le gérant de l'Action française, qui était aussi emprisonné, et un député communiste que l'on a fait également bénéficier de l'opération, ce qui ne manque pas d'humour. Quand la supercherie sera découverte, Léon Daudet restera introuvable. Quelques mois plus tard, il passe sans difficulté en Belgique avec sa famille. Il sera gracié le 1er janvier 1930 et rentrera à Paris sous les acclamations de ses partisans. L'affaire Philippe Daudet est-elle donc cette fois terminée? Eh bien, au moment où Grégory Franck allait refermer ce dossier, il est tombé sur un article de journal contant les méfaits d'un juif algérien d'excellente famille, un certain Édouard Chatou-Machour, dont la principale occupation était de dévaliser en smoking les chambres des plus grands hôtels pour dérober des bijoux. Découvert, condamné, emprisonné, il finissait de purger sa peine à la prison d'Agen. C'est alors qu'il écrivit une lettre au procureur. Il se savait phthisique et avait peur de mourir en prison avec son secret. Quel était ce secret? Achour déclarait « Je suis l'assassin de Philippe Daudet ».
Je vous l'avais dit, c'est une affaire délicate. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. La barque semble posée sur un miroir bleu. C'est tout juste si les rames troublent la surface du lac et si l'on entend le léger clapot de l'étrave et la respiration du rameur. Lorsque le gendarme qui se tient à l'avant plonge sa gaffe dans l'eau du lac, il se forme tout autour de petits cercles concentriques. Ça y est, je l'ai. Le rameur abandonne ses rames. Il vient aider le policier. Sous leur poids et celui du cadavre qu'ils sortent de l'eau, l'avant de la barque est presque au ras de la surface. Car c'est un cadavre qu'ils sortent du lac Tegernsee, ruisselant, gonflé, alourdi par une pierre énorme attachée au cou par un fil de fer. Il s'agit d'un homme qui porte encore ses lunettes à monture métallique d'un modèle ancien. Pas de blessure, seulement quelques éraflures au visage et aux mains qui semblent remonter avant la mort. Le lendemain, à Munich, le médecin légiste qui pratique l'autopsie établit que c'est l'asphyxie par immersion qui a provoqué le décès et il se pourrait qu'il s'agisse d'un suicide à la façon dont la pierre était attachée au cadavre. Comme cela se fait couramment en Allemagne, un communiqué accompagné d'une photographie et d'une description sommaire est envoyé à la presse. Âge moyen 35 ans à 40 ans, costume et blouson en tissu gris-vert usagé émanant d'un magasin de Munich, petite cicatrice à la lèvre supérieure, trace ancienne de fracture à la cuisse gauche. Le jour même, un vieil homme, accompagné de sa femme, se présente à la police. Il a reconnu le cadavre. Donc un vieil homme, accompagné de sa femme, vient trouver le policier chargé d'identifier le cadavre qu'on a sorti du lac Tegernsee aux environs de Munich en juillet 1953. Nous l'avons reconnu. C'est Franck, notre jardinier. Vous en êtes certain ? Oh, certain, insiste le vieil homme en secouant énergiquement son crâne couvert de cheveux blancs. N'est-ce pas, Gertrude ? Sa femme ne dit pas un mot, mais secoue à son tour la tête avec la même conviction. D'ailleurs, il a disparu depuis 6 jours. Ma femme et moi sommes obligés de nous occuper du potager. Mais qu'est-ce que vous avez reconnu ? Eh bien tout. Le costume gris-vert avec le blouson, c'est celui qu'il mettait le dimanche. Mais il l'avait acheté à Munich ? Ah ben ça, je sais pas, mais il y a son visage aussi. Et puis ses lunettes, ajoute la femme. Franck avait des lunettes exactement pareilles, des lunettes en fer, comme on en faisait il y a 20 ans. Mais vous croyez qu'il peut s'être suicidé ? Ben, je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça. Qu'est-ce que tu en penses, Gertrude ? Ah, je pense qu'il ne s'est pas suicidé. Il demeurait chez vous ? Non, il ne venait que 3 fois par semaine. Il habite 6 Schillerstrasse à Rottach-Egern. Le policier note consciencieusement les détails que lui fournit le couple. Pourtant, lorsqu'ils s'en vont, le policier ne prévient pas encore l'état civil pour signaler le décès de Franck,
le jardinier. Le même jour, en fin de matinée, le même policier décroche le téléphone pour entendre une femme lui déclarer qu'elle reconnaît sur la photo publiée par la presse un ami, disons très intime, dont elle était sans nouvelles depuis une semaine. Il s'agirait d'un certain Frank, exerçant la profession de jardinier et demeurant 6 Schillerstrasse à Rottachegern. Mais elle doute qu'il se soit suicidé. « Pouvez-vous venir l'identifier, s'il vous plaît ?»« Mais certainement. » L'après-midi, à la morgue, la femme proclame « C'est bien lui, il n'y a pas le moindre doute. » Mais le policier hésite encore à prévenir l'état civil de la mort de Frank, le jardinier. Un chauffeur de taxi de Munich se présente avec sa jeune femme au service des personnes disparues. « J'ai vu dans les journaux la photo du noyé du Tegernsee. Je suis sûr que c'est mon sous-locataire Frank. C'est un jardinier qui logeait dans une baraque au fond de notre jardin. » « Où ça ? » ?»« Eh bien, à Rottachegern. Il y a 6 jours que nous ne l'avons pas vu. Je vous garantis que c'est lui. » « Mais qu'est-ce qui vous permet de le reconnaître ? » ?»« Eh bien, son aspect général. Et puis, il avait un ulcère variqueux à la cuisse gauche, qu'il se faisait d'ailleurs soigner. »« Ah, moi aussi, confirme la jeune femme. Je suis sûr que c'est lui. » Mais avait-il des idées de suicide ? Là, le couple est tout aussi formel, ils haussent tous les deux les épaules. « Absolument pas, dit l'homme. Pas le moins du monde, dit la femme. » Pourquoi le policier, chargé d'identifier ce cadavre, reste-t-il assis derrière son bureau, silencieux et songeur ? Oh, certes, il est à peu près convaincu qu'il s'agit bien du jardinier Frank, demeurant 6 Schillerstrasse à Rottachegern, mais il ne se presse pas de faire la déclaration au bureau de l'état civil. Quelque chose le retient. D'abord, le médecin légiste penche pour un suicide, ce que les déclarations spontanées des témoins ne semblent pas confirmer. Et puis, si tous ces gens sont formels, leur conviction ne repose sur aucun détail vraiment précis. Bien sûr, il y a les vêtements, mais un costume avec blouson en tissu gris vert usagé, probablement taillé dans les stocks de tissus de l'armée, tous les magasins de vêtements d'Allemagne en vendent par centaines. Renseignement pris. Le magasin de Munich reconnaît en avoir vendu à lui seul une trentaine, la plupart payés en espèces par des clients dont on n'a gardé ni le nom, ni les mensurations. Et puis, autre chose l'a frappé. Le médecin légiste signale une trace ancienne de fracture à la cuisse gauche, alors que le chauffeur de taxi parle d'un ulcère variqueux à la cuisse gauche. Ah, évidemment, ceci peut avoir entraîné cela. Le policier appelle le docteur qui, selon ce chauffeur de taxi, devait soigner Frank, le jardinier. « C'est vrai, déclare le praticien. En voyant la photo du noyé dans la presse, j'ai cru tout de suite reconnaître Frank que je soigne depuis longtemps. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans le signalement, vous ne parlez pas d'une cicatrice de hernie qui devrait se trouver au-dessus de l'aine droite. » Heureusement que le cadavre attend toujours dans son tiroir de la morgue. Il est procédé à un nouvel examen minutieux. On ne constate aucune marque post-opératoire à l'abdomen. Le lendemain, le policier se rend au 6 Schillerstrasse à Rottachegern à la première heure. C'est une villa simplette, d'une propreté méticuleuse, il y a même des fleurs aux fenêtres du rez-de-chaussée. La jeune épouse du chauffeur de taxi vient lui ouvrir. C'est une petite femme qui serait d'aspect banal si un œil blessé pendant la guerre ne lui donnait un regard étrange. « Je voudrais voir la maison de Frank, s'il vous plaît. » La jeune femme lui fait alors traverser la cuisine qui s'ouvre par une porte-fenêtre sur un jardin potager. Les tomates rouges luisent dans le soleil, les haricots montent à l'assaut du grillage, les rangées de salades s'alignent jusqu'à une petite bicoque en planche qu'on entrevoit derrière un cerisier. « C'est là-bas, dit la jeune femme. « Vous voulez que je vous accompagne ? Non, c'est inutile. Tenez, alors voilà les clés. » Tiens, c'est bizarre. Il s'attendait à trouver dans cette baraque de jardinier, sinon un certain désordre, du moins un certain laisser-aller. Mais pas du tout. On dirait la cellule d'un moine, ou plutôt la chambre d'un élève de l'école Technische Universität de Munich, ce qui correspond en France à l'école polytechnique. Quelques traités sur l'agriculture et la culture potagère, un dictionnaire, la collection complète d'un journal de Munich, un compte-rendu du procès de Nuremberg, un poste de radio.
et c'est tout. Pas un bibelot, pas une photographie, rien qui rappelle le passé de ce jardinier. Le policier fouille l'unique tiroir de la table qui devait servir pour les repas, mais aussi pour la lecture ou pour l'étude ou pour quelque bricolage, car elle est posée contre l'unique fenêtre de l'unique pièce. Dans ce tiroir, il ne trouve rien, ni document, ni papier d'identité, simplement une ou deux lettres. L'une est une lettre de femme, sans intérêt. L'autre retient son attention. Elle semble émaner d'un ami qui mêle à quelques nouvelles banales des réflexions philosophiques. Pas du tout le genre de courrier qu'on échange avec un jardinier. Malheureusement, l'adresse du correspondant ne figure pas sur la lettre et l'enveloppe a disparu. « Vous avez déjà été chez lui ?» demande le policier à la jeune femme du chauffeur de taxi quelques instants plus tard. « Non, jamais. Il faisait son ménage lui-même. » « Rien ne vous a jamais paru bizarre dans son comportement ? » ?»« Non. Mais il était assez renfermé. » »« Écoutez, madame, essayez de me comprendre. Est-ce que Franck avait... comment dirais-je ? Est-ce qu'il avait vraiment l'air d'un jardinier ? » La jeune femme le regarde étonnée. « Oui. Avec un langage de jardinier ? » « Pourquoi ? Les jardiniers ont un langage spécial ?» Le policier hausse imperceptiblement les épaules et puis s'en va. De retour à son bureau, il appelle son plus proche collaborateur. « Tu vas rechercher quel service a établi la carte d'identité de ce Franck. » Il faut dire qu'en 1953, l'Allemagne se remet tout juste des suites de la guerre. Beaucoup d'archives ont disparu. Des millions de personnes ont été déplacées. Des centaines de milliers se font faire de nouveaux papiers. Vérifier une identité n'est pas toujours si simple. Pourtant, on retrouve rapidement le dossier de demande de carte d'identité de Franck. C'est une chance. À première vue, la ressemblance entre la photo qui figure au dossier et le noyé est réelle. Encore que l'âge puisse donner lieu à discussion. D'accord, on pourrait discuter sur son âge, explique le médecin légiste, mais il faut tenir compte de la tuméfaction des tissus. 6 jours dans l'eau modifient complètement la texture des chairs. Bien alors, regardons les empreintes. Croyez-vous, docteur, que la comparaison soit possible entre les empreintes qui figurent au dossier et celles que nous avons relevées sur le cadavre ? Les empreintes du cadavre sont assez peu visibles, mais je crois que nous pouvons essayer. Le lendemain, le policier reçoit le rapport du service dactyloscopique. L'empreinte de l'index droit trouvée dans le dossier est incomplète et celle du même doigt du noyé n'est pas très nette, mais il existe assez de points caractéristiques pour que ce rapport affirme qu'il n'existe entre l'une et l'autre aucune similitude apparente. L'affaire est décidément troublante. Une confusion se serait-elle produite au moment de l'établissement de la carte d'identité ? Ça s'est vu, et ça s'est vu souvent. Alors le policier fait appel au meilleur spécialiste de Munich. Celui-ci opère une visite minutieuse de la bicoque en planche où vivait le jardinier. Et là, il découvre sur une assiette d'excellentes empreintes. On les confronte à celles du noyé. Elles n'ont aucun rapport entre elles. Conclusion. Franck le jardinier n'a rien de commun avec le noyé du lac Tegernsee. Mais alors, qui est ce noyé ? Et qu'est devenu le soi-disant jardinier ? Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Le cadavre repêché dans le lac Tegernsee, bien qu'il ait été reconnu par plusieurs témoins, n'est pas celui du jardinier Franck, dont la personnalité est d'ailleurs troublante. Mais alors de qui s'agit-il ? Et qu'est devenu ce jardinier ? Eh bien, une fois encore, c'est d'Interpol que va venir la lumière. Mais du plus humble de ses collaborateurs, jugez-en plutôt. Le Bureau central national d'Interpol à Paris adresse une demande de renseignement accompagnée d'une fiche dactyloscopique concernant un certain Wagner, sujet allemand, désireux de gagner Buenos Aires en Argentine, ayant résidé récemment 6 Schillerstrasse à Munich
et dont la carte d'identité paraît douteuse. Le policier, tout à fait subalterne, qui enquête à Munich à la demande d'Interpol, se rend au 6 Schillerstrasse à Munich et constate que le 6 est une usine. Il visite alors les maisons 4 et 8, sans succès. Le brave type est consciencieux, il ne se contente pas de ce maigre résultat et, faisant travailler ses ménages, imagine qu'il peut y avoir une autre erreur dans la rédaction de l'adresse. Par exemple, une erreur dans le nom de la rue, ou alors, mais oui, pourquoi pas, des Schillerstrasse, il y en a partout. Même dans les villes de la banlieue, quelqu'un connaissant mal la région peut avoir confondu un faubourg ou une ville de banlieue avec la ville elle-même. Alors il téléphone ici et là, et il tombe chez le chauffeur de taxi. « Connaissez-vous un certain Wagner ?»« Non. »« Aucun Wagner n'a jamais demeuré ici. »« Non. »« Nous avions un locataire, il s'appelait Franck. Vous savez bien, celui qu'on a retrouvé dans le lac à côté d'ici. » Ah, inutile de vous dire, chers amis, que l'inspecteur réalise qu'il n'a pas perdu sa journée. Et en quelques minutes, les services de police de Munich sont en révolution. On compare la fiche dactyloscopique d'Interpol avec l'empreinte contenue dans le dossier de demande de carte d'identité du dénommé Franck, et elle colle parfaitement. Pour le policier chargé de l'enquête, ça devient clair. Ce Wagner, intercepté à Paris, alors qu'il voulait se rendre à Buenos Aires, serait le jardinier Franck. Et ce Franck est probablement un ancien SS ou un nazi notoire, recherché par les polices allemandes ou alliées. Mais alors, qui est le noyé du lac Tegernsee? Ah, évidemment, ce pourrait être n'importe qui. Mais là encore, une coïncidence interdit de le penser. Comment admettre, sans se poser la question, que le soi-disant jardinier Franck ait disparu pour tenter de gagner l'Argentine à peu près au moment où l'on retrouvait un cadavre lui ressemblant dans le lac Tegernsee? Peut-être, chers amis, faites-vous le même raisonnement que le policier de Munich, ou alors, c'est que vous n'avez pas l'esprit policier. Il décroche le téléphone et appelle les services de l'identité. Regardez donc si ce Franck n'avait pas un frère. Eh oui. Franck avait un frère, un ingénieur de 3 ans plus âgé que lui, ayant épousé une juive. Fait prisonnier sur le front russe pendant la guerre, il a été libéré en mars 1951. D'abord en République démocratique allemande, il est passé en Allemagne de l'Ouest au début de l'année. On suit sa trace pas à pas à travers l'Allemagne jusqu'à Munich, où il travaillait comme mécanicien dans un garage depuis 2 mois. La comparaison des empreintes de ce frère et celle du cadavre retiré du lac est positive. Le frère de Franck le jardinier et le noyé sont une seule et même personne. Jamais la police ni les autorités judiciaires ne pourront établir formellement les faits car l'assassin n'avouera jamais la vérité. Craignant plus les tribunaux militaires alliés que la justice criminelle allemande, il s'acharnera pour faire croire à un crime crapuleux. Mais voici l'hypothèse communément admise. Cet ancien SS, ayant travaillé dans un service dépendant de Eichmann, parvient après la guerre à se faire délivrer une nouvelle carte d'identité sous le nom de Franck. Il se cache alors 6 Schillerstrasse à Rottachegern, gagnant sa vie comme jardinier. Début juillet 1953, à Munich, son frère le retrouve, volontairement ou non. Ce frère, qui a eu lui-même, je le rappelle, une épouse juive morte en déportation, connaît son activité criminelle. Est-ce à la suite d'une dispute? Est-ce par crainte d'une dénonciation? Le faux jardinier assomme son frère et s'en va le jeter avec une pierre au cou dans le lac Tegernsee, qui n'est distant que de quelques centaines de mètres. Méfiant, il ne rentre pas chez lui. Si tout va bien, il sera toujours temps de reprendre sa place dans sa cabane de jardinier prétextant un voyage. Eh bien, lui en prend, car un détail va faire de ce crime presque banal et vulgaire une énigme surprenante. Car bien que la ressemblance des 2 frères ait été pourtant assez vague, à cause du costume et des lunettes, tout le monde identifie le cadavre du frère comme étant celui de Franck. Oh, bien sûr, il pouvait réapparaître, et peut-être n'aurait-on jamais identifié le cadavre du lac. Mais dans sa situation, Franck
ne pouvait prendre le risque d'être placé sous le projecteur de la presse et de la police. Il ne lui restait plus qu'à s'enfuir. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.